bien retrouver un personnage. Imaginez pendant quelques instants le bruissement sensuel de robes de soie colorées, des rideaux qui se lèvent sur une rue parcourue par quelques calèches, le tomber du jour sur les vergers de pommiers autour de la tour du Lépreux, la promenade de deux amoureux. Imaginez quelques notes de piano dans une salle élégante, des chuchotements dans un boudoir, et je pourrais continuer ainsi pendant des heures. Nous allons aujourd'hui découvrir un personnage d'une femme élégante d'une autre époque. C'est Marie-Delphine née Péteille, veuve Barillier. Son premier mari, c'est un homme de la haute société austoise, lieutenant-capitaine des milices du duché. Une famille très riche, la sienne, comme nous allons le voir. On disait à un moment donné que Delphine Barillier était la plus belle femme d'Aoste. Suivez-nous donc à la découverte de cette belle histoire d'amour et des lieux qui furent le théâtre de l'histoire du siècle, on peut dire, celle entre la jeune veuve et l'écrivain Xavier de Maistre, à l'époque de son séjour à Aoste. La maison Barillier, rue Croix-de-Ville, et la villa de Montfleury, résidence estivale des Barilliers, sont le théâtre de cette belle histoire d'amour que nous allons découvrir. Voulez-vous commencer à nous raconter un peu qui était Marie-Delphine Barillier, quelques petites nouvelles autour de sa vie, quand elle est née, qu'est-ce qu'elle a fait? D'accord, oui, Marie-Delphine, ou Dauphine Péteille, est connue pour être la veuve de Jean-Joseph Barillier, le propriétaire de la maison de la Croix-de-Ville. Il primo marito di Marie-Delphine era Joseph Pantaleon Barillier. I Barillier appartenevano a una famiglia dell'aristocrazia de l'Argent. Erano dei borghesi che avevano fatto fortuna grazie al commercio e grazie all'attività industriale, scalando così tutta la piramide sociale. Il nonno di Joseph Pantaleon era un drapier, era un commerciante di tessuti come i Boc e come i Revillot. Era arrivato dalla Savoia all'inizio del Settecento ad Aosta e aveva aperto il suo negozio. Poi nel corso del secolo aveva allargato il raggio delle sue attività, aveva ottenuto la concessione per lo sfruttamento delle miniere di rame di Olomont e di Champ-de-Pras, aveva aperto al Ponte di Pietra una fabbrica per la prima raffinazione del minerale che poi vendeva sotto forma di rame rosette, quindi si era arricchito molto con questa attività. Elle est connue également pour
pour avoir enlacé cette belle histoire d'amour avec l'écrivain savoyard Xavier de Maistre. On ne possède pas beaucoup de détails autour de sa vie. Par exemple, on ne connaît pas les dates de naissance et de mort. On sait seulement qu'elle resta veuve en 1795, après seulement un an de mariage avec Jean-Joseph. Il padre, Claude Michel, muore nel 1793, all'apice della fortuna della famiglia. Il patrimonio quindi andrà diviso fra i 3 figli maschi ancora viventi. Et qu'elle perdit aussi sa première fille, Marguerite, qui mourut en berceau vraiment quelques jours après la mort du père. Alors, nous savons qu'elle était donc très jeune, veuve, ouais. Très jeune, très riche, parce que voilà, la fortune des Barillier est là pour le montrer. Et la légende nous raconte qu'elle était très belle. Oui. Tout à fait. Effectivement, elle avait attiré les intérêts de Xavier de Maistre en raison surtout de sa beauté. On ne peut qu'imaginer quelle pouvait être son charme, cette beauté, puisque Xavier, lui, il ne nous parle que de ce long cheveux noirs. Il nous en parle dans un de ses récits, même plus tardif, l'expédition nocturne autour de ma chambre, ce qui est intéressant puisque ça nous montre comment le souvenir de cette dame resta imprimé dans sa mémoire. Et après, un autre poète, Valdotin cette fois, plus tardif, appelé Alcide Baucher, dans ses poésies qu'il dédia à cette femme qui était sexagénaire, puisqu'on parle des années 30, 40 du 19e siècle. Donc ce poète nous parle de ses yeux bleus. Donc ce sont les détails, les anecdotes autour de sa beauté, les longs cheveux noirs et les yeux bleus. Et tout le reste, on peut l'imaginer. Tout le reste, oui, reste un peu légendaire et dans l'imagination de chacun de nous. Joseph Pantaleon e Marie Delphine si sposano un anno dopo la morte del padre, quindi nel 1794. Al matrimonio ci sono anche dei personaggi importanti del ducato, ciò che ci dà la misura del ruolo sociale che è rivestito dai Barillier a fine Settecento. C'era per esempio il cavaliere Jean-Sébastien Linty, che era segretario di Stato per gli affari esteri del Ducato e anche direttore dell'ospedale mauriziano. Poi c'era l'avvocato Jean-Baptiste Réan, futuro intendente e luogotenente del Balivato. Ma il matrimonio dura poco, perché nel 1795, un anno dopo, per cause che non conosciamo, Joseph Pantaleon, appena trentenne, muore. Marie Delphine, pochi giorni dopo, dà alla luce una bambina, Marie Marguerite, che però muore subito dopo.
Quindi in 448 la povera Marie Delphine si ritrova sola, vedova senza figli e in balia di un cognato che doveva essere abbastanza un marpione, perché in quello stesso anno, nel 1795, si affretta a prendere possesso dell'appartamento che era stato del fratello e fa mettere le proprie iniziali e la data sulle ringhiere dei balconi. Alors on peut maintenant aborder vraiment cette grande histoire d'amour qui a Bien duré longtemps et tout. Oui. Voulez-vous commencer à expliquer comment elle est née, dans Oui. quelles conditions? Disons qu'elle est née un peu par hasard, comme toutes les belles histoires d'amour. Xavier de Maistre se trouvait en Vallée d'Aoste à cette époque-là. On parle vraiment de la fin du XVIIIe siècle. Il se trouvait en congé à Aoste pendant la guerre des Alpes contre la France. Et à cette époque-là, il était en train de prendre des cours de philosophie et de rhétorique dans la cour de la maison Péteille. Mhm. Situé en rue Trottechin, donc vraiment à côté de la tour du Lépreux, puisque un père barnabite tenait ses cours là-bas, dans la maison de son beau-père, le père de Marie Delphine. Mhm. Et donc, on peut imaginer cette rencontre un peu par hasard dans la cour de la maison. Et à en croire à ce que nous dit Xavier de Maistre, lui, il tomba vraiment amoureux tout de suite de cette dame. Après, il y avait ce petit problème de l'engagement que Marie-Delphine avait déjà avec Jean-Joseph Barillet, le propriétaire de la maison en Croix-de-Ville. Et du coup, les deux durent, interrompre leur histoire, puisque Marie-Delphine se maria avec Monsieur Barillet. Après la mort, comme on a dit, de Jean-Joseph, les deux purent reprendre leur histoire, qu'on imagine être heureuse et assez longue, puisqu'elle dura pendant tout le séjour valdôtain de Xavier de Maistre. Mais quand Xavier de Maistre doit partir en Russie, elle ne le suit pas. Non, elle n'osa pas, abandonner ses racines. Elle apparemment l'abandonna avec ces mots. Elle lui dit il faut que la chèvre broute où elle est attachée. Et donc préféra ne pas le suivre vers son destin incertain qui le menèrent un peu à travers toute l'Europe jusqu'en Russie, comme vous l'avez dit. Et donc après quelque temps, elle se remariera avec un officier normand, monsieur de Coularet de la Fontaine. Mais beaucoup d'années plus tard, Xavier de Maistre lui écrivit de toute façon des mots. Donc ils commencèrent une correspondance dans laquelle on voit Xavier évoquer à nouveau ces années heureuses, les plus belles années de sa vie, on dirait, à côté d'elle. C'est sûr que Marie-Delphine lui répondit, même si malheureusement on n'a pas conservé les lettres de cette fille. On en a une, mais il s'agit très probablement d'une lettre, pas originale. Mm-hmm. Et ça en raison un peu du fait qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre cette réponse et les lettres de Xavier. Du coup, on peut juste, là aussi, imaginer quelles pouvaient être les réponses de cette femme. En tout cas, ils ne se revirent plus jamais et donc l'histoire est finie comme ça, avec un échange de lettres. Voilà, l'histoire termina comme ça, avec un échange épistolaire, mais il s'agit d'un échange vraiment très intense quand même, parce que dans ces lettres, on conserve deux lettres de Xavier de Maistre, datées 1827 et 1828. Xavier vraiment lui raconte tout
et il évoque vraiment à nouveau tout ce qui s'était passé vraiment entre eux. Il parle de la Tour du Lépreux, il parle de la maison Croix de Ville, il lui demande de nouvelles de lui, de nouvelles d'elle, et de ce qui s'était passé entre-temps dans la ville d'Ost et dans sa vie en général. Mais oui, c'est sûr que après les deux ne se revirent plus et, et Xavier, disons, dut rentrer en Russie à côté de sa femme, puisque lui aussi il se remariera. Et voilà, après il terminera ce jour à Saint-Pétersbourg, donc très loin de ces chères montagnes valdôtaines. Abbiamo un bellissimo inventario conservato all'Archivio Notarile di Aosta che documenta il patrimonio, la fortuna dei Barillier alla fine del Settecento, che era enorme. Il primogenito, che era ufficiale di carriera, avrà solo la legittima. Joseph Pantaleon avrà una serie di immobili a Châtillon e ad Aosta, tra cui anche la parte sud del palazzetto di Via Croce di Città. Invece il grosso di tutte le attività, quindi l'erede universale, sarà il cadetto Claude Nicolas, che aveva già affiancato suo padre negli affari negli anni precedenti. Questo inventario è interessantissimo sotto tutti i punti di vista. Inizia con l'elenco degli arredi delle case. La casa di Aosta era arredata in maniera molto ricca, con mobili di noce, console col piano in marmo e le incrostazioni di metallo, tendaggi, specchi alle pareti, quadri, ritratti di famiglia, che era un segno di grande distinzione sociale. La cucina era equipaggiata perfettamente, con un sacco di utensili, con servizi da tavola di peltro fine. Non parliamo della cantina, che tra botti e tini conteneva l'equivalente di 7.000 litri di vino, tantissimo. Poi l'inventario passa a illustrare il negozio. Anche il negozio doveva essere grande e ricco, senz'altro il più ricco della città. Aveva 3 banconi, aveva una cassaforte munita di varie serrature, aveva dei cofri, anche loro chiusi, e poi delle sedie e degli sgabelli per far accomodare la clientela. E poi l'elenco prosegue con pagine e pagine di pezzi di tessuto che erano immagazzinate nel negozio. Ci sono tessuti di tutti i tipi, di tutti i materiali, di seta, di cotone, di lana, misti, di tutte le qualità. Per ogni tessuto c'è la qualità fine, c'è la qualità media e la qualità più scadente, più grossolana, e di tutti i colori. Ecco, per la storia del tessuto è un inventario interessantissimo, perché elenca delle armature delle tipologie tessili che ormai anche non esistono più, ciascuna con il suo nome tecnico, e c'è anche un vocabolario molto preciso per indicare i colori. Per esempio ci sono almeno 5 tipi di rosso diversi, denominati in maniera diversa. C'è il colore dell'aurora, che era una specie di giallo dorato. C'è il Mordoré, che era un bruno rossiccio con riflessi dorati. Poi l'inventario prosegue e ci svela un'altra fonte delle immense ricchezze dei Barillier. Nel Ducato di Aosta non c'erano banche e quindi anche le famiglie ricche come i Barillier fungevano da banca, prestavano soldi a interessi anche alti, quasi da usura, o comunque più alti di quelli stabiliti con un'ordinanza dell'intendente, che era il 4%. Tra i titoli di credito dovuti a Claude Michel Barillier ci passa tutta Aosta e ci passa tutto il Ducato. Ci sono uomini di legge, ci sono uomini di chiesa, commercianti, artigiani, artisti. C'è per esempio Kürta padre, Johann Anton Christoph Kürta,
che poteva anche essere l'autore dei ritratti di famiglia custoditi nella casa. Ci sono intere comunità, la comunità di Torino, di Car, di Nus, di Chambave, e poi donne sole, per esempio vedove, facevano anche del microcredito. E quindi ecco, gran parte di queste ricchezze si erano accumulate anche in questo modo. En réalité, dans l'œuvre littéraire de Xavier de Maistre, le nom de Marie-Delphine n'apparaît pas, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Xavier de Maistre forge pour elle un pseudonyme littéraire, pourrait-on dire. Elle l'appelle Elisa dans sa correspondance et dans son œuvre littéraire. On imagine pour une question de pudeur, pour protéger l'identité de cette femme, même si, voilà, on sait bien qu'elle se réfère à Marie-Delphine. Et il forge donc ce pseudonyme pour elle, et pour lui, il crée ce prénom de Joris. Et il y a une anecdote intéressante à propos de ce nom, Elisa, puisque après son deuxième mariage avec l'officier normand de Coulard et de La Fontaine, elle aura une autre fille, après Marie-Angélique qui était morte en berceau. Et cette fille, elle l'appellera justement Elisa, donc son ancien nom d'amour, pourrait-on dire. Ce qui est une preuve, en effet, de l'attachement qu'elle sentait envers Xavier, envers leur histoire. Donc c'est un sentiment vraiment réciproque. Une autre preuve est que une fois retournée à Ust du séjour normand après le mariage, elle acheta la maison des Bars qui se trouve en place Chanou. Cette maison était celle qui avait hébergé Xavier de Maistre et sa famille pendant leur exil à Ust, pendant les 5 années que la famille Maistre passa dans notre ville, ce qui est également intéressant. Et cette histoire d'amour rebondit même très loin, jusque chez Sainte-Beuve alors. Oui, oui. Disons que le critique Sainte-Beuve aura l'occasion de parler avec Xavier de Maistre dans un entretien qu'il eut avec lui à Paris. Il était en train de rédiger le portrait littéraire de ce personnage vraiment très intéressant, puisqu'il parcourut vraiment toute l'Europe, au point qu'il intéressa même cet important critique français. Et dans les entretiens que les deux eurent dans la capitale française, Xavier lui raconta même de son séjour valdôtain, lui parla sans doute de son amour pour Elisa, pour Marie-Delphine. Et on imagine qu'il lui parla aussi des anecdotes très personnelles, même des rencontres à côté de la Tour du Lépreux. Et dans le portrait littéraire, la biographie que rédigea Sainte-Beuve sur la Revue des Deux Mondes en 1839, Sainte-Beuve nous parle avec des tons un peu allusifs de ces rencontres, en laissant un peu entendre, disons, de quel type de rencontre il pouvait s'agir. Et ce qui ne plut pas vraiment beaucoup à Xavier de Maistre, même si à cette époque-là il était déjà assez vieux. Et une fois qu'il lut cette biographie, il monta en fureur, vraiment. Il
il fit référence à cette biographie dans ses lettres avec ses correspondants, parsemés un peu partout dans l'Europe. Et il se plaignait beaucoup, disons, puisque, à son avis, ce portrait avait, comment dire... Toucher la sphère intime. Voilà, exactement. Ouais. Il avait un peu jeté des doutes sur la réputation très respectable de cette dame qui avait des enfants à cette époque-là, qui était mariée et qui, selon Xavier, était au-dessus de tout soupçon. D'accord. Ben, je pense que maintenant, quand on passe devant la tour du lépreux, ce ne sera plus comme avant. On aura beaucoup de suggestions. Ouais, Voilà. beaucoup de place à l'imagination aussi et à cette belle histoire d'amour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Lucio Duc a une vie très courte mais très intense. Juste un demi-siècle entre 1927 et 1977. Originaire de Châtillon, il a vécu une bonne partie de sa vie à Arnas, où il a laissé un souvenir très fort parmi ses concitoyens.